nous arrivons à la dernière table ronde. Donc je vais appeler Nourdine Cherkaoui, qui est fondateur et partenaire de Havas Paris, et qui va animer cette table ronde. Alors je vais changer la slide, dont le thème est la cybersécurité et IA, opportunités et défis. D'abord, bonjour à toutes et à tous, ainsi qu'aux internautes qui nous suivent en live sur la chaîne du CEF6. Nous allons aborder en 1 heure, on va essayer d'aborder ce sujet complexe de la cybersécurité et l'IA dans sa globalité. J'ai le plaisir d'animer cette table ronde aux côtés de Morgane Scora. Vous êtes directrice commerciale chez Concio Technologies, éditeur français. Vous êtes experte dans l'accompagnement des entreprises dans le déploiement de programmes pédagogiques. Et vous avez un combat, celui de renforcer la culture cyber dans les entreprises privées et publiques. C'est bien ça ? Tout à fait. Bonjour à tous. Maëva Bakir, vous êtes avocate au barreau d'Arras. Vous accompagnez les entreprises dans la maîtrise de leurs risques numériques et aussi dans la valorisation des actifs immatériels. On peut dire que vous êtes entre le droit et l'innovation ? Jean-Michel Miss, vous avez été député de 2017 à 2022 à la Commission des lois. Vous êtes spécialisé dans les politiques publiques sur le numérique et le cyber. Vous avez été plusieurs fois rapporteur sur ces sujets. Et aujourd'hui, vous êtes président de Publica Conseil, qui accompagne les acteurs publics et privés dans les enjeux de résilience, notamment. Et enfin, Bruno Prévost, vous êtes expert en cybersécurité, défense, aérospatiale, souveraineté technologique. Vous avez fait une partie de votre carrière chez Safran et chez Thales. Et vous êtes depuis quelque temps conférencier sur des sujets qui nous intéressent, de l'IA, du quantique. On abordera ce sujet, on fera un focus sur ce sujet, et l'espace. Avant de commencer le débat, je voudrais simplement vous poser une question ouverte pour commencer. Est-ce que le sujet que nous abordons, c'est de la science-fiction, de l'anticipation ou déjà du présent? Et j'aimerais avoir vos 4 avis à chacun. Honneur aux dames. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Bien écoutez, pour nous, c'est effectivement du présent, hein, puisque ce sont des sujets qui sont d'ores et déjà pris en compte par les sociétés que l'on peut accompagner en termes de sensibilisation à l'IA. Eva? Oui, je ne vais pas être plus originale. Alors, à la différence, peut-être que effectivement, le droit tente d'anticiper, je dirais, avec un cran de retard. On aura l'occasion, je pense, d'en parler quand on parlera du quantique. Et puis de ces problématiques qui sont, à mon sens, qui ne sont pas prises en compte d'un point de vue juridique. Bruno, et on finit par... Alors, comme dans ta proposition, il n'y avait pas le mot « passé », je vais dire qu'on est dans le présent, et très ancré dans le présent. Oui, je pense que... Être du même avis que mes autres panélistes, on n'est pas dans l'anticipation, on n'est pas dans le futur, on est clairement dans le présent aujourd'hui. Alors, en quoi l'intelligence artificielle transforme-t-elle le paysage cyber aujourd'hui ? Bruno, vous voulez répondre? Alors, c'est juste un incontournable, hein. Aujourd'hui, on ne peut pas faire sans l'intelligence artificielle. Il y a tellement de volumes de données à traiter qui viennent de partout, il y a tellement de comportements à analyser en temps réel dans le monde entier. Les attaques cyber, ça a tellement utilisé tous ces vecteurs d'attaque qu'il est juste indispensable. On n'a pas assez de ressources humaines, on n'a pas assez de compétences pour traiter en temps réel toutes ces analyses d'attaques, ces corrélations d'informations. Donc l'intelligence artificielle, c'est juste une obligation. C'est pas une opportunité, c'est des opportunités, mais c'est avant tout une obligation. Vous voulez quelqu'un d'autre répondre, compléter? Oui, effectivement. Alors, j'interviens avec ma casquette de juriste. Le droit ne prévoit pas une obligation de recourir à l'intelligence artificielle. En revanche, il est fortement conseillé, même à la lecture des textes. Hein, on voit que les entreprises ont une obligation, notamment avec le règlement NIS 2, une obligation de se munir d'un certain nombre d'outils pour assurer sa sécurité.
Donc je dirais qu'effectivement, il y a une obligation maintenant de recourir à l'intelligence artificielle pour assurer sa cybersécurité. Jean-Michel, vous voulez compléter ? Oui, bon, c'est pour aller dans le même sens, effectivement. Je pense c'est une accélération finalement de process qu'on avait déjà, qu'on appelait la mondialisation à un moment des échanges des savoirs et des compétences. On avait regardé simplement les échanges matériaux de produits, mais aujourd'hui on est dans les échanges, dans les savoirs et les compétences et dans l'échange d'informations. La data a pris le pas finalement aujourd'hui sur la manière d'échanger, et donc on échange de manière numérique à peu près tout. Tout est à peu près dématérialisé. Effectivement, on imagine le volume que ça peut représenter de manière automatisée, d'où l'intérêt de l'IA, mais en temps réel surtout. La grosse différence, c'est qu'avant, vous facturiez à un client et vous aviez le temps de recevoir par la poste un courrier. Je vous dis ça, ça vous donnera un peu au carbone 14, l'âge que je peux avoir, où on pratiquait encore de cette manière-là. Mais Internet a ensuite été une première révolution. Le web, et aujourd'hui c'est l'IA qui prend le relais, qui accélère encore plus avec une forme de disruption et une accélération bien plus rapide encore que finalement nos habitudes de consommation et nos habitudes d'usage nous y sont habitués. Puisque vous avez pris la parole, est-ce qu'au fond l'IA peut être considérée comme une arme ou un bouclier pour la sécurité numérique? L'IA, c'est un peu finalement un combat qu'on remet sur la table d'une autre manière. C'est ce qu'on a connu finalement dans le droit de la guerre depuis que les gens se battent, malheureusement. On a une période assez propice à ça. C'est plutôt le droit maritime qui nous aspire un peu sur l'IA, parce qu'on a effectivement à la fois des corsaires et des pirates, c'est-à-dire à la fois des gens qui roulent pour leur propre compte, et d'autres qui éventuellement sont au service d'intérêts légitimes, lorsqu'on a effectivement des gens qui respectent l'état de droit, ou des intérêts moins légitimes, mais qui sont également des intérêts étatiques. C'est ce qui fait la difficulté de répondre à votre question, parce qu'on a des progressions qui correspondent effectivement à des évolutions de la cuirasse, et des évolutions dans le même temps qui correspondent plutôt à des évolutions du boulet. Donc il faut être capable de gérer les deux injonctions contradictoires et essayer de trouver le point d'équilibre qui permet d'assurer ce que vous avez indiqué tout à l'heure dans NIS 2, la résilience. Donc la capacité à maintenir en conditions de fonctionnement, en conditions opérationnelles, à la fois nos opérateurs critiques, mais aussi notre quotidien dans toutes les applications qu'on peut aujourd'hui utiliser de manière professionnelle ou personnelle. Bruno, est-ce que vous pouvez nous dire un peu le type d'attaque qui est susceptible d'être utilisé avec l'IA? Absolument. Pour revenir à ce qu'il vient de dire, on n'est pas dans un monde de bisounours. Donc, contrairement à ce que certaines personnes croient, les attaquants, évidemment, utilisent l'IA avant les défenseurs. Les défenseurs n'ont pas le choix que d'utiliser l'IA. Alors, il y a plusieurs types d'attaques. Vous connaissez les ransomware. Maintenant, il y a des ransomware améliorés qu'on appelle polymorphes. Alors, si j'utilise des mots barbares, je vais regarder vos yeux. Si vous faites des gros yeux, je vais expliquer plus en détail. Polymorphe, ça veut dire que les ransomware habituels, quand vous recevez un mail, vous cliquez sur une pièce jointe, il y a un petit exécutable vicieux qui s'installe sur votre PC. L'exécutable, il est là, il chiffre vos données, il vous demande 10 000 $, point final. Aujourd'hui, ils sont encore plus intelligents. Vous avez entendu parler de l'agentique, les petits agents IA qui viennent s'installer. Maintenant, c'est un agent qui va venir s'installer sur votre PC. Quand vous avez un soi-disant ami qui vous envoie un mail d'une pièce jointe, or l'ami, c'est une intelligence artificielle qui l'a créé, qui a utilisé vos modes d'échange avec vos amis, qui écrit un mail de la même manière que vos amis écrivent vos mails, qui peut aller chercher une de vos photos sur Meta ou autre. On y reviendra, je pense, mais rien n'est secret sur Internet. Et donc, ce mail polymorphe, ou cet agent polymorphe, il va changer le nom du ransomware qui s'est positionné quelque part dans l'arborescence de votre PC. Il voit que votre outil d'IA que vous avez peut-être sur votre PC est en train de voir que vous essayez de le trouver. Donc, il change de nom, il s'installe ailleurs. Donc, il y a un changement en temps réel des modes d'attaque, même des ransomware eux-mêmes. Après, vous avez les DDoS. Les DDoS, c'est on essaie d'asperger votre réseau, vos serveurs de requêtes, de questions, pour que votre réseau soit
inondé d'informations que vous ne puissiez plus l'intéresser, plus l'utiliser. Et ben, même ces DDoS maintenant sont intelligents. Au lieu d'envoyer 1000 requêtes par seconde, ils vont en envoyer 500 dans la première seconde, 500 dans la deuxième, 500 dans la troisième, depuis un autre pays, depuis une autre adresse, pour éviter que les outils d'intelligence artificielle qui vous ont identifié actionnent le blocage de cette adresse ou de ce faux utilisateur. Ils sont polymorphes, ils savent s'adapter en temps réel. Est-ce que vous avez un exemple, Bruno, concret ouais, alors j'en ai une troll, par exemple. J'en ai sur les mots de passe, par exemple. Vous savez, le brute force. Le brute force, c'est on utilise des dictionnaires pour trouver vos mots de passe. Donc les ordinateurs classiques savent le faire. Hein. Ils vont avoir des dictionnaires de mots de passe. Ils vont tester 1 million, 2 millions de mots de passe sur vos PC. Maintenant, on a des outils informatiques, on y reviendra un peu plus tard, qui sont capables de tester non seulement 1 milliard de mots de passe sur vos PC en quelques secondes, mais qui sont aussi capables d'analyser vos habitudes, vos mails, vos échanges, le nom de vos enfants, de vos petits copains, de vos petites amies. Et ils ont une bonne probabilité de trouver le mot de passe tout seul dans leur coin sans même tester des dictionnaires. Et ça, c'est des attaques qui existent réellement aujourd'hui. Il y a des parades. Il y a les fraudes financières. Pour le coup, BNP, je ne sais pas s'il y a des gens de BNP dans la salle. Ils ont mis en place une plateforme géniale qui permet d'augmenter les capacités en temps réel en fonction des attaques identifiées ou pas dans le cloud, capable d'identifier des fraudes, des fausses fraudes, des vraies fraudes, des faux positifs. Et ça, je trouve ça brillantissime comme use case. Est-ce qu'il y a une course à l'IA entre les hackers et les entreprises? Oui, alors les entreprises sont obligées d'avoir des outils d'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a un mot qu'on va prononcer plusieurs fois cet après-midi, c'est souveraineté, c'est géopolitique, donc on va en parler. Les entreprises sont obligées d'utiliser, de déployer des outils d'intelligence artificielle parce qu'elles ont des pétaoctets de données, d'informations à gérer en temps réel. Mais les entreprises, ce n'est pas forcément le problème. Le problème, c'est les PME, les PMI, les sous-traitants, les third parties. Souvent, les attaques viennent de ces petits sites, souvent à l'étranger. Les Français sont plutôt bons, hein. Soyons clairs, n'ayons pas honte d'être Français, les Français sont plutôt bons. Mais les attaques viennent des sites à l'étranger. J'ai un cas concret, est-ce que j'ai le droit de vous en parler? On va dire que oui, depuis Singapour, où un sous-traitant qui n'était pas équipé, je ne donne pas le nom de la grande société en question, s'est fait pirater des comptes. Les comptes, avec ces comptes, ils sont arrivés sur le système d'information de la maison mère et ils ont pu, heureusement, pas faire grand-chose. Mais il n'empêche que comment on aide les PME, les PMI en France et ailleurs à avoir les moyens humains, les expertises humaines pour se protéger de ces attaques et leur fournir des services à moindre coût, parce que tout a un coût, la cybersécurité, c'est pas gratuit. Comment on se fédère dans le monde de l'aéronautique, le GIFAS l'a fait par exemple. Hein. Le GIFAS, c'est le groupement des entreprises d'aéronautique, d'aérospatiale. Et donc le GIFAS a créé un système Air Cyber. Safran, Dassault, Thales, ils vont se projeter chez leurs sous-traitants pour les aider à auditer leur système d'information et les aider à pallier aux vulnérabilités découvertes. Donc l'investissement sur une IA pour une entreprise, c'est quelque chose d'indispensable. C'est indispensable. Le problème, encore une fois, c'est les ressources humaines. Le paradoxe, je vais m'arrêter là, le paradoxe dans ce monde-là, c'est que les hackers ont besoin de moins en moins de ressources humaines. Vu les technologies qui existent, mises à disposition dans le cloud pour eux, ils ont besoin de moins en moins de ressources humaines, là où les défenseurs, nous, on en a besoin de plus en plus. Et pas que des développeurs, hein, pas que des cyber, des mathématiciens, des gens très très pointus pour comprendre, pour analyser, pour ne serait-ce que déployer les outils de protection. Hein. C'est un paradoxe. On n'est pas les plus mal lotis en France, encore une fois, j'y reviendrai, je suis très bleu, blanc, rouge. Mais j'ai des KPI pour ça. Morgane, vous acquiescez de ce point de vue concernant le capital humain à former et à préparer dans l'entreprise?
Oui, totalement. Alors c'est vrai que nous, notre cœur de métier, c'est la sensibilisation à tous les aspects cybersécurité, IA, RSE, RGPD, etc. Donc c'est vraiment l'IA, un sujet qui est complémentaire et qui est intégré dans la partie cybersécurité. Donc il y a une vraie prise de conscience sur l'importance de sensibiliser les collaborateurs, puisqu'on aura beau effectivement mettre tous les biais ou toutes les stratagèmes techniques pour contrer ces attaques via IA, le facteur humain reste essentiel dans ce processus-là. Donc la sensibilisation reste une part très très importante et un enjeu très stratégique, en tout cas dans cet accompagnement-là. Bruno a évoqué l'importance de l'IA dans la cybersécurité des entreprises. Comment l'IA aide-t-elle les autorités publiques à se protéger des infrastructures stratégiques face à des attaques de pays tiers, par exemple? Jean-Michel, vous pouvez peut-être répondre à cette question? Oui, on a des représentants de l'ANENUM, de la direction du numérique de l'État dans la salle, donc je salue le travail qui est réalisé parce que c'est une tâche immense. Il faut bien se rendre compte que l'enjeu qui est devant nous, c'est un enjeu, comme vous l'avez dit, qui est au croisement de la technologie et finalement de l'humain, de la ressource humaine et de la manière dont on était à la fois formé, quels sont nos biais cognitifs à nous. On parle de biais cognitifs pour l'IA, mais il y en a aussi pour les humains, qui sont les valeurs qu'on peut porter, la culture qu'on a eue, la formation qu'on a eue. Et donc on est aujourd'hui, avec l'IA, confronté à une forme de transversalité complète qui occupe tout. Finalement, si on prend une journée de 24 heures, on va probablement commencer par regarder sur notre smartphone ou sur notre tablette, ou souvent en mobilité. Hein. On consomme de plus en plus d'informations en mobilité, ce qui a aussi un certain nombre de difficultés. On va ensuite passer au travail, on va consulter d'autres informations, on va finir en regardant des réseaux sociaux, par exemple. Donc en fait, on est baigné d'une manière globale dans son quotidien professionnel ou dans sa vie personnelle, familiale, associative ou autre, par des enjeux de technologie numérique. Et l'État, c'est la même chose. La différence, c'est que l'État a effectivement une fonction particulière qui est la continuité de l'État. Donc elle doit assumer à tout un chacun le service public en permanence, s'assurer qu'il soit sécurisé et puis effectivement s'assurer que les informations qui sont transmises par l'État soient à la fois correctes. Donc ça veut dire que ces données ne sont pas altérées au fil de l'émission par les différents canaux que j'ai pu décrire et qui sont des canaux d'information aujourd'hui habituels. Il faut savoir quand même que les services de l'État, comme tout un chacun, on n'est plus saisi que par courrier. On est saisi par mail, on est saisi par messagerie privée quand on a identifié sur les réseaux sociaux qui vont bien, LinkedIn ou d'autres, pour pas tous les citer, quelles sont les personnes qui s'occupent de tel service. Donc ils reçoivent sur leur mail semi-professionnel, on va dire, parce que la difficulté est là aussi. On a des hybridations. Quand on a un profil sur LinkedIn, est-ce que c'est vraiment un profil qui est validé d'un point de vue professionnel, ou est-ce que c'est simplement une sorte de CV augmenté qui sert à interagir, mais le cadre juridique des mails ou des messages privés qui sont envoyés à des agents publics sur ce type de service reste certainement qu'on s'en préoccupe. Et donc la totalité de ces informations qui sont délivrées par l'État sont évidemment soumis par l'IA, parce qu'on comprend bien qu'aujourd'hui, on demande aussi beaucoup de réactivité aux agents publics, parce qu'on est baigné dans un flux de rapidité. On a parlé dans la première table ronde de certains réseaux télévision ou réseaux sociaux qui inondent d'informations en permanence. Et finalement, on a pris goût, tout un chacun, à ce rythme d'information. Et on demande à l'État, ou aux services de l'État, aux administrations, qu'elles soient nationales, étatiques ou locales, collectivités, de répondre avec la même célérité. Et rapidité et sécurité ne sont pas forcément des notions qui sont très conciliables. Et donc ça veut dire aussi, pour l'utilisation de l'IA dans le service public, la capacité à traiter ces demandes, à vérifier qu'elles ne viennent pas effectivement saturer à un moment ou à un autre des services de l'État par déni de service pour empêcher d'avoir accès à des informations, ou au contraire altérer la réalité des informations transmises. On l'a vu avec des masques d'écran de sites connus, que ce soit le Parlement ou d'autres, être altérés par des hackers.
n'y a pas fondamentalement de risque de confiscation de données avec ce type d'attaque. Mais il y a un biais qui est un peu insidieux, c'est la capacité à altérer la confiance entre l'État et l'usager. Donc l'IA doit servir à la fois à protéger, à identifier ces risques-là et à faire en sorte que, évidemment, la continuité de l'État soit faite dans les meilleures conditions possibles. Tout ça doit se faire dans un cadre éthique et réglementaire. Comment peut-on se battre avec une main dans le dos ? Je ne sais pas s'il y a question pour moi, mais c'est pas vraiment une main dans le dos, parce que ça, c'est la manière négative de le voir. C'est plutôt le respect, l'éthique, c'est pas la main dans le dos, c'est plutôt l'affirmation d'un certain nombre de principes et de valeurs qui sont sous-jacents à l'état de droit et qui sont sous-jacents à la manière dont on veut que notre démocratie s'exprime. C'est effectivement très asymétrique par rapport aux assaillants qu'on évoquait tout à l'heure, parce que leur force, quelque part, c'est l'absence d'éthique, l'absence de règles, l'absence de volonté de respecter l'état de droit ou de respecter la loi. Donc je ne pense pas que ce soit une faiblesse, c'est au contraire une force, mais effectivement, elle nécessite un encadrement législatif, réglementaire, quelle que soit la nature de la manière dont ça s'opère. Le danger étant, évidemment, comme toujours, réguler c'est bien, mais il faut laisser suffisamment de liberté pour qu'à un moment, effectivement, l'innovation, et l'IA fait partie de l'innovation notamment, ne soit pas freinée par un excès de régulation. Et voilà, c'est un problème de subtilité, de dosage, et c'est là qu'effectivement, à la fois les juristes et le Parlement, le législateur doivent concerter et travailler ensemble pour trouver quel est le point le plus optimum où on continue à protéger sans altérer les libertés publiques et la vie privée. Vous avez utilisé le mot réglementation, donc du coup, je vois Maëva qui prend son micro. Du coup, je vais poser la question... Effectivement, enfin, je souhaiterais rebondir parce qu'effectivement, c'est tout le paradoxe et c'est un sujet quand même très actuel de se dire que d'une part, on est partagé entre cette idée d'assurer la sécurité de la nation, d'assurer la sécurité des personnes et des entreprises, mais également de garantir le respect des droits et libertés fondamentales. Et effectivement, l'état de droit, à mon sens, joue ce rôle et assure une proportionnalité. Alors, on le voit dans les réglementations en vigueur, hein, notamment le RGPD. La majorité, enfin de toute façon, toutes les normes ont vocation à protéger les intérêts d'une part des entreprises et des personnes privées. C'est là que effectivement le RGPD, je pense que Morgane tu pourras également en parler, mais le RGPD joue son rôle essentiel. Merci. Oui, effectivement, ça en termes de sensibilisation, en tout cas, c'est un point très très important puisque l'enjeu en fait de protection de l'information et de protection des données surtout est très important. Il va tout simplement falloir apporter de la matière aussi aux utilisateurs, leur expliquer quelles sont les bonnes pratiques associées aussi au RGPD. On ne peut pas mettre n'importe quoi dans les prompts sur ChatGPT. Il y a des manières de fonctionner et des bonnes pratiques associées. Tout ce qui est anonymisation, par exemple, est très important à connaître. Encore faut-il pouvoir les expliquer aux utilisateurs bien sûr, dans leurs fonctions et dans leurs usages au quotidien, en fait. Très bien. Quel est le rôle que joue la réglementation européenne, par exemple, dans l'usage de l'IA pour la cybersécurité ? Je pense à l'AIPACT, effectivement. Alors, l'AIPACT, tout ce qui est cybersécurité, de toute façon, on a une approche qui est essentiellement fondée sur le risque. Et c'est le cas de l'AIPACT qui va venir encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, effectivement, vous allez avoir un classement entre les hauts risques, l'IA haut risque, l'IA inacceptable dans un premier temps, c'est-à-dire par exemple les systèmes d'intelligence artificielle qui reposeraient sur la captation et l'enregistrement d'images, la reconnaissance faciale qui est tout simplement interdite, notamment pour garantir le respect des droits et libertés fondamentales. Donc vous avez ce
ce premier niveau. Ensuite, vous avez l'IA à haut risque et la cybersécurité et tout ce qui est... comment dire, je cherche le terme... je cherche le terme... tout ce qui est enjeu critique et puis la recherche d'attaquants, effectivement, on rentre dans ce cadre-là. Et bien évidemment, avec une obligation, qui est une obligation de traçabilité des informations, d'analyse, de collecte de certaines données. Donc là, on va rentrer vraiment dans le cadre du règlement général sur la protection des données. On va avoir un certain nombre de données personnelles qui vont être captées. Le tout n'est pas de capter les données, mais d'envisager véritablement la finalité de ces données et de les analyser. Donc ça sera tout un travail sur le pôle IA. Mais effectivement, l'IPACT envisage l'encadrement de l'intelligence artificielle et le classe en 4 catégories. Bruno, vous voulez compléter quelque chose ? Un tout petit mot et un tout petit exemple concret sur l'éthique, pour revenir sur l'éthique, la conformité. Aux Assises de la sécurité, il y a 3 semaines à Monaco, j'ai rencontré une start-up. J'ai aucune action dans cette start-up, je précise. Ça s'appelle Risk Hunter. Alors les plus anciens ont compris le jeu de mots avec une série des années, je ne sais pas combien. 80. Risk Hunter, que je ne regardais pas, mais bon. Écoute, je te fais confiance. Ok. Et cette start-up, pour savoir le niveau de conformité à une réglementation, alors que ce soit NIS2 pour la cyber, RGPD, l'équivalent de RGPD dans n'importe quel pays, ou DORA pour la finance, ils ont une plateforme intelligence artificielle que vous pouvez mettre on-prem, donc dans vos murs, chez vous, et qui va analyser tous vos documents, tous vos process, et qui va vous donner un pourcentage de conformité avec la norme en question que vous lui avez demandé d'analyser. DORA, par exemple, et vous êtes compatible, DORA, une norme financière, à 80%. Je trouve ça juste génial. C'est une start-up brillantissime, je trouve. Et c'est valable dans tous les pays, c'est valable avec n'importe quelle norme. Et quand vous êtes dans une entreprise qui fait beaucoup d'acquisitions, avant d'acquérir ou d'acheter une autre petite société, vous pouvez lui demander d'utiliser cette plateforme pendant 1 mois, licence temporaire, dans ses murs. Est-ce qu'elle est compatible NIS2, DORA ou normes bancaires ? En quelques heures, vous dites, voilà, ce site ou cette entreprise, elle est compatible à 95% avec la norme, donc je ne prends pas de risque à la racheter ou à la fédérer. Donc je trouve ça brillantissime. Pour revenir à l'intervention de Maëva, les entreprises françaises sont-elles prêtes à intégrer les contraintes réglementaires dans leur solution IA aujourd'hui ? Alors, nous, essentiellement, dans ma fonction de conseil, ce que je constate, c'est que beaucoup d'entreprises qui ne se sentent pas concernées, en fait. Et là, c'est notamment les petites et moyennes entreprises, même les entrepreneurs, tout simplement, qui viennent nous voir, quand on a des conseils à leur formuler et qui nous disent « Mais maître, en fait, déjà, je ne me sens pas réellement concernée. Moi, je suis une petite structure, donc clairement, si des attaquants veulent attaquer une entreprise, ce n'est pas ma structure sur laquelle ils vont prêter attention. » Et puis, il y a cette contrainte financière. C'est une évidence. Et bon, moi, j'ai pas d'exemple de sociétés qui viennent me voir en me disant on a été cyberattaqué, mais les attaques à l'heure actuelle, elles visent toutes les structures, que ce soit des structures étatiques. Je vois il y a 2 semaines à peu près, on avait je suis issue du Pas-de-Calais. Et on a 80% des lycées du Pas-de-Calais qui ont été touchés par une cyberattaque. Donc pendant à peu près toute la journée, il y a eu une impossibilité pour les établissements de remettre en marche forcément leur système informatique. Donc toutes les structures, elles sont touchées. Même nous, en tant qu'avocats, on reçoit par du phishing. Alors le phishing, je pense qu'on a tous été victimes de ce procédé, mais effectivement, tout le monde, toutes les personnes sont concernées à l'heure actuelle. Le fait Darmanin.
J'en profite pour réagir également. Donc, tu parlais effectivement des Hauts-de-France. Donc, il n'y a pas que le secteur de l'éducation. Il y avait aussi effectivement le secteur de la santé il y a quelques mois qui a été touché, ou voire quelques semaines, effectivement. Et j'en profite aussi par rapport au sujet des plus petites structures et au sujet des budgets. Nous, ce qu'on constate, c'est que la prise de conscience, elle est quand même assez importante. On n'est plus comme il y a 5 ans, quand on parlait en fait de cette démarche de sensibilisation, d'évangélisation. Il faut sensibiliser. Il y a 5 ans, on était encore là-dedans. Aujourd'hui, clairement, les 3/4 des personnes qu'on rencontre sont absolument conscients de la nécessité de sensibiliser. Le sujet de l'IA, il arrive forcément dans la continuité de la cybersécurité, et c'est vraiment une tendance qui est très importante. Je pense qu'aujourd'hui, on a à peu près 50% en tout cas des personnes qu'on rencontre qui ont des besoins pour la cybersécurité et qui maintenant réfléchissent automatiquement à intégrer l'IA aussi dans ces thématiques. Donc c'est vraiment dans la continuité naturelle en fait. Donc il y a une vraie prise de conscience, petite et grande structure, ouais. Tout secteur confondu. Vos formations incluent des notions d'une dimension réglementaire et économique dans vos formations que vous délivrez? Merci. Oui, en fait, on peut faire de la sensibilisation pour différentes raisons. Effectivement, ça peut être une contrainte réglementaire, tout à fait, comme DORA, NIS 2, ISO 27001, etc. Mais ça peut être aussi tout simplement une prise de conscience de la direction, de la nécessité de prendre en considération ces sujets, en fait. Et nous, on privilégie d'ailleurs plutôt cette seconde partie, puisque la réglementation, c'est tout simplement cocher une case. Il n'y a pas vraiment de démarche stratégique de mise en œuvre de programmes pédagogiques de sensibilisation. C'est beaucoup plus intéressant d'entrer dans une démarche stratégique où là, on a vraiment la volonté de faire monter en compétence ces utilisateurs. Parce que la priorité qu'on recherche vraiment dans notre approche pédagogique, c'est celle-ci. C'est de faire monter les collaborateurs en compétences. D'ailleurs, par rapport à ça, on constate, et ça c'est un point qui est très intéressant dans une stratégie de sensibilisation, c'est d'avoir des résultats et des indicateurs concrets, en tout cas à présenter aussi aux directions diverses et variées. C'est ce pourcentage de montée en compétences. Quand on fait de la sensibilisation, c'est quoi les résultats en fait? Comment on les matérialise derrière? Et donc nous, on sait aujourd'hui, de par l'expérience, on a quand même un petit peu de recul sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, c'est qu'il y a à peu près 50% de montée en compétences à l'issue de campagnes de sensibilisation, cybersécurité, IA, etc. C'est un indicateur qui est très intéressant à avoir en tête, et surtout de pouvoir le comparer d'une année à l'autre pour effectivement analyser l'efficacité de nos campagnes. Donc ça, c'est très intéressant. On a abordé la question du point de vue de l'entreprise, du point de vue du pouvoir public, du point de vue du citoyen. Comment vulgariser un peu l'IA et la cybersécurité auprès de nos concitoyens pour les alerter sur les dangers, notamment sur les menaces qui peuvent peser sur leurs données personnelles? Est-ce qu'il faut penser à une formation dès le lycée, des filières de compétences? Je pense que l'IA, d'une manière générale, l'apprentissage des outils numériques, c'est finalement c'est devenu une option comme une autre dans le cursus scolaire et universitaire. Et c'est vrai que l'État a engagé depuis 7-8 ans maintenant la mise en place de passeports cyber, de passeports numériques au collège notamment, pour qu'il y ait des modules de formation. C'est une matière comme une autre finalement enseignée. Tout le monde ne fera pas derrière du codage ou n'en fera pas son métier. Mais finalement, c'est une forme de permis de conduire quelque part dans le monde numérique. Et pour reprendre cette formule, cette métaphore, et pour poursuivre sur ce que vous venez de dire, le problème des enjeux liés à la cybersécurité et augmenté par l'apport de l'intelligence artificielle, c'est que on n'est pas juste dans une logique de conformité comme on pouvait l'être. On construit une maison, elle est conforme à un cahier des charges, elle est conforme à la réglementation en vigueur, et puis voilà, tout va bien et ça va bien se passer. Avec la cyber et l'IA, c'est pas pareil. Parce que la conformité ne veut pas dire que nous aurons derrière une capacité à assurer la sécurité et la sûreté des installations. C'est un peu comme passer son permis de conduire
et respecter les limitations de vitesse. Mais si vous avez une moto et que vous ne mettez pas votre casque, il peut vous arriver des problèmes. C'est un peu pareil avec la cyber et avec l'IA. Il ne suffit pas d'être conforme à une réglementation. Il faut faire preuve d'une tournure d'esprit, être vigilant et garder cette vigilance, faire preuve de bon sens souvent, d'esprit critique aussi, parce qu'on reçoit beaucoup de mails, on reçoit beaucoup de choses à des moments assez cruciaux. Pour les vacances, vous allez recevoir des offres pour partir de la part de voyagistes qui vont vous inonder de mails en général. Pour Noël, vous allez recevoir plein de choses et vous allez recevoir aussi sur votre téléphone plein d'alertes SMS pour vous dire que votre colis va être livré. Réfléchissez un peu, parce que avec l'IA aujourd'hui, on connaît vos habitudes de manière beaucoup plus précise que vous ne le pensez, parce qu'on est capable de recouper énormément d'informations qui sont en source ouverte sur tous les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez être. Et donc effectivement, il y a la conformité, mais la sécurité, c'est aussi une manière d'agir au quotidien en ayant cette préoccupation à l'esprit qu'on peut effectivement être soumis à des menaces qu'on sous-estime ou qu'on n'identifie pas au premier abord. Quelles sont les puissances qui dominent aujourd'hui la recherche en IA dans le domaine de la cybersécurité? Est-ce que nous, Français, nous sommes bien placés? On est les meilleurs au monde. Il n'y a pas de débat, hein. On a les meilleurs mathématiciens au monde. Je pourrais vous donner les chiffres après la table ronde si vous voulez, hein. On a les meilleurs physiciens du monde, depuis Marie Curie, mais c'est vrai, hein. Donc on est extrêmement bon en IA. On n'a peut-être par contre pas assez de ressources humaines. On peut être les meilleurs et ne pas avoir assez de ressources humaines, hein, hommes et femmes confondus, hein. Les meilleurs, les États-Unis sont évidemment très bons. Maintenant, je salue mes collègues américains s'ils nous regardent. Vous retirez les Européens de Californie, il n'y a plus beaucoup de start-up qui marchent, hein. Donc les Européens sont très bons. Les Chinois sont évidemment très bons. On ne sait pas tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils sont capables de faire, mais il n'y a aucun doute, ils sont très bons. C'est peut-être avec eux qu'on peut le mieux s'entendre d'ailleurs, hein. Ils sont peut-être plus ouverts à des partenariats, à des collaborations que d'autres grands pays soi-disant alliés. Les Russes, certains pays, je ne sais pas si vous avez un reportage, je ne sais plus dans quel pays de l'Est c'était, où il y a des bâtiments entiers, des gens qui sont recrutés parfois de force et qui passent toute leur journée à préparer des attaques, à attaquer la France et tous les pays. Des trolls. Ouais. En ransomware, mais pas que ça. Et donc, il y a des vraies institutions. Alors, les gens sont souvent forcés, hein, de travailler dans ces bâtiments de plusieurs milliers de personnes dans l'Est de l'Europe. La France est bonne. Les Américains, évidemment, sont bons. Les Russes sont bons. Les Chinois sont excellents. Les Asiatiques sont très bons, globalement. Alors, dans ce contexte-là, comment les entreprises européennes peuvent résister à l'espionnage industriel? Alors, ça existait déjà avant l'IA, hein, l'espionnage industriel, pour le coup. C'est super compliqué. On a des directives. On a la chance quand même d'avoir en Europe, et en particulier en France, des autorités, l'ANSSI, hein, pour ne pas les nommer, qui nous donnent des directives à suivre. Il y a des règles de base, des piliers de base à suivre. Déjà, suivons ces règles de base. C'est pas toujours évident, c'est plus facile pour les grandes sociétés que pour les petites, une fois encore. Mais en tout cas, on a des socles à suivre et à respecter. Si on les respecte, on est plutôt bon, hein. Je rebondis sur une remarque de tout à l'heure, on parlait des administrations, des hôpitaux. Moi, j'étais effaré l'an dernier, j'ai fait un webinar sur un sujet un peu technologique, deux grosses boîtes américaines qui voulaient fusionner. J'avais des industriels dans mon webinaire, j'avais des administrateurs système, des hôpitaux, des ministères, et qui m'ont dit « Mais monsieur Prévost, vous êtes dans une boîte qui fait 20 milliards de chiffre d'affaires, vous n'avez pas de problème d'argent, que ce soit pour l'intelligence artificielle, pour la cyber, mais nous, dans les hôpitaux, faire x3 sur le prix d'une licence, nous, c'est juste insupportable. » Et puis il y avait des gens du ministère du numérique d'ailleurs qui étaient dans mon webinaire. Ils m'ont dit « Monsieur Prévost, pouvez-vous écrire à notre chef, la ministre du numérique, pour lui demander de regarder ce sujet qui est primordial pour nous parce qu'on est dans le mur ?» Donc j'ai écrit à Madame la ministre à l'époque, je ne vais pas citer son nom, elle a changé 4 fois depuis, elle n'a jamais daigné répondre. Mais c'est vrai que les services publics dépendent aussi des budgets, des technologies, des savoir-faire et autres. Et il est important de s'en préoccuper quand même.
on a un problème. Moi, j'étais vice-président du groupe d'études santé numérique à l'Assemblée, donc c'est un sujet qui m'intéressait fortement. On a un problème qui s'appelle la grille de la fonction publique, la grille des rémunérations de la fonction publique. Aujourd'hui, un hôpital moyen, c'est-à-dire 4000 personnes, c'est 150, 200 outils métiers, avec des contrats dans tous les sens, parce qu'ils n'ont évidemment pas été souscrits au même moment, ils n'ont pas été souscrits par les mêmes services, ils n'ont pas été souscrits pour les mêmes besoins. Et c'est un directeur de la sécurité informatique, un DSI, qui est là pour essayer de faire en sorte que, essentiellement, le budget tienne. C'est-à-dire que chaque année, on puisse renouveler un peu du matériel, acheter un peu des licences, et faire en sorte que le service rendu à la population soit fait. L'évolution avec la cybersécurité, c'est qu'aujourd'hui, comme on l'a rappelé, ils sont soumis à des attaques quasi permanentes. Il n'y a pas un hôpital français de taille importante qui n'a pas été attaqué. Pourquoi c'est un changement profond? C'est un changement profond parce qu'avant, l'hôpital, c'est un lieu ouvert, c'est un lieu où on vient vous soigner. C'est un lieu où on reçoit des patients et où l'attention est consacrée à 100% sur le soin. Et donc, c'est pas un lieu qui a été conçu, où les gens étaient formés pour faire face à des menaces contre lesquelles ils étaient impuissants jusqu'à présent. Donc le problème des RSSI, donc aujourd'hui des responsables de la sécurité des systèmes d'information qui s'occupent particulièrement de la cybersécurité, c'est que c'est une ressource relativement rare, qui est une ressource recherchée, et malheureusement, c'est une évolution, et je pense que la ministre, qui pour l'instant c'est une ministre, que je connais un peu, mais elle doit se préoccuper de la manière dont on peut faire évoluer, parce que je pense qu'il ne faut pas se cacher cette vérité-là. On ne peut pas avoir des services optimisés, faire face à des attaques de plus en plus compliquées, avec un personnel qui malheureusement ne correspond pas aux indices de rémunération de la profession. Quand on a un indice de rémunération de la profession qui est de 1 à 10, on voit bien qu'avec la meilleure volonté du monde, ce sera extrêmement compliqué. C'est vrai dans l'hôpital, je pourrais décliner à peu près partout. Et donc je pense que c'est des enjeux ressources humaines, mais qui évidemment sont sous-jacents et conditionnent grandement la capacité de nos services publics à répondre aux attaques dont ils font l'objet. La sécurité, c'était pas leur métier des hôpitaux initialement. Moi, j'ai quelqu'un de très proche que je ne citerai pas parce que c'est un de mes deux garçons qui est ingénieur en cyber, qui a fait des audits dans les hôpitaux, mais il était effaré par ce qu'il voyait. Effaré. Même les gens des hôpitaux n'étaient pas conscients que certaines manipulations, certains tests étaient connectés au réseau, et donc il a détruit des expérimentations devant le responsable de l'hôpital à côté de lui, qui lui jurait que c'était hors de question qu'il puisse détruire puisque l'expérimentation était hors réseau. Il dit: si vous appuyez sur Enter là, je casse tout. Donc il ne l'a pas fait, le directeur de l'hôpital l'a fait, il a tout cassé. Il n'était même pas au courant que son expérience un peu sensible était connectée au réseau. On en est là quand même. Je voudrais aborder en l'état de notre débat un sujet que nous avons évoqué pendant la préparation de cette table ronde. C'est le gap du quantique. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté. Oui. Alors, je vais essayer d'être très simple. Vous êtes tous familiers avec la physique quantique. Le quantique, c'est juste la vraie vie. Le quantique, je fais des conférences gratuites, venez-y, c'est pour expliquer que le quantique, c'est juste, ça explique la lumière, ça explique la température, ça explique tout. C'est extrêmement simple. Sauf que l'ordinateur quantique n'est pas encore là, mais on a des hyperscalers, des grands fournisseurs de solutions informatiques qui proposent déjà des services quantiques sur Internet. IBM a sorti sa Quantum Platform, Amazon, Microsoft. Ils délivrent tous, aujourd'hui donc accessibles à tous, des services quantiques. Ça veut dire que des ordinateurs qui vont avoir les mêmes résultats que les futurs ordinateurs quantiques qui ne sont pas encore là. Alors ils vont mettre quelques minutes au lieu de quelques secondes. Mais c'est une technologie tellement puissante que je ne comprends pas. C'est la première fois que j'en entends parler dans une table ronde, donc celle-ci, donc merci le CEF6. Je n'ai pas vu de séminaire cybersécurité, de grands workshops parler de ce sujet. Que font les hackers avec les services quantiques qui sont déjà mis à disposition dans le cloud?
Là, il va y avoir des gros sujets de juridique, de réglementation. Comment est-ce que IBM nous confirme que les malveillants n'ont pas accès à leurs services? Je ne vois même pas comment ils peuvent le confirmer. Mais en tout cas, c'est une porte ouverte pour les hackers, pour jouer avec, pour s'entraîner à trouver des nouvelles vulnérabilités, à trouver des nouvelles attaques. Qui dans les entreprises, qui au niveau de la recherche française, s'occupe de regarder ces nouveaux services mis à disposition du commun des mortels dans le cloud? Encore une fois, on n'est pas dans un monde de bisounours. Il n'y a pas que des gens bienveillants qui s'amusent avec ces technologies aujourd'hui. Je ne sais même pas vous dire quel genre d'attaque ils ont déjà découvert. On va vite le savoir. Dans le cadre juridique, il y a un trou dans la raquette. C'est bien dommage, puisqu'effectivement, dans le cadre juridique, et c'est pour ça que en début de table ronde, je vous indiquais qu'il y a une volonté d'anticiper les choses avec un cran de retard. C'est-à-dire que le quantique, on n'en parle pas du tout. Se pose la question de la preuve. Le déchiffrement de certains outils. Donc c'est vrai que à l'heure actuelle, on n'a pas du tout de réglementation qui permettrait d'anticiper les choses. Que fait le politique? Le politique a fait France 2030, qui est le fonds d'investissement géré par Bruno Bonnel et qui finance aujourd'hui la recherche, notamment la recherche quantique en France. Donc moi je ne vais pas citer les Américains, je vais citer les Français qui sont financés dans ce cadre-là, qui s'appellent Candela et qui s'appellent Alice et Bob, et qui sont aujourd'hui peut-être parmi les meilleurs du monde dans le domaine quantique. Donc on a là aussi des savoir-faire et des talents. Il faut juste les accompagner et faire leur promotion. Donc moi je le fais à travers une association qui s'appelle l'Innovation Makers Alliance, qui est un nom américain mais qui est bien française, qui a remis en début d'année dernière un manifeste sur la souveraineté numérique et qui fera un nouvel événement à Bercy en janvier. Et les 6 principaux participants à la table ronde quantique seront des entreprises françaises, justement. Je serais très heureux de vous y convier parce qu'on a des vrais savoir-faire, on a des vrais cas d'usage. Ces entreprises travaillent aujourd'hui pour d'autres très grandes entreprises françaises comme Total Énergie, puisque l'un des cas d'usage du quantique, c'est la capacité à faire des travaux en sismologie de manière beaucoup plus rapide, beaucoup moins chère. Et donc la recherche, évidemment, non seulement de nouvelles énergies liées au pétrole, mais pas seulement, et des simulations importantes pour l'éolien notamment, puisque le quantique permet aussi d'accélérer tout ce qui est modèle mathématique météo. Et donc ça permet d'avoir des vrais cas d'usage. On a une technologie avec des cas d'usage, donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas la développer. Le sujet, c'est pas la matière grise, c'est pas le carbone. Le sujet, c'est le silicium. Donc c'est plutôt notre capacité dans ces briques technologiques nécessaires à faire émerger ce que tu disais tout à l'heure, une souveraineté nationale, ou en tout cas une autonomie stratégique, puisque c'est nouveau un peu mot à la mode. J'étais hier au lancement du Forum pour la paix de Paris pour la paix, et c'était le terme qui revenait. Moi je parlais de coopération stratégique, puisqu'on ne peut pas faire tout seul. Si notre spécialiste français de l'IA, Mistral AI, fonctionne, c'est parce qu'elle a réussi à nouer un partenariat avec NVIDIA, et qu'elle est aussi aujourd'hui, avec l'entrée au capital de SML des Hollandais, on a une capacité à avoir les outils silicium, les puces GPU et les data centers qui permettent de faire tourner ces algorithmes de plus en plus puissants. C'est un enjeu en soi. Il faut les talents. Les talents, nous les avons, et j'en suis convaincu. Et il faut aussi le hardware, parce que le numérique, c'est pas que de l'intelligence, c'est pas que du cloud, c'est la capacité à avoir des data centers, des liaisons à haut débit, on les a aussi, mais on a besoin d'avoir cet accès à la ressource. Et là, on est dans un vrai enjeu géopolitique, puisque l'exportation des puces GPU de meilleure qualité de NVIDIA sont soumis au bon vouloir de M. Trump en ce moment. Et donc, c'est un vrai enjeu de négociation internationale. Et si on veut que le quantique se développe, il va falloir aussi être capable de porter ce débat sur notre capacité à être un acteur d'influence dans les instances de régulation internationale et d'égal à égal, de trouver les bons partenariats. Ils peuvent être américains. Moi, j'ai eu la chance, il y a 5 ans, de travailler avec, non pas un Américain, mais un Canadien qui s'appelle D-Wave, qui était un des premiers précurseurs au monde dans l'ordinateur quantique. Je travaille également avec le CEA à Grenoble, qui
qui est extrêmement pointu sur les enjeux quantiques et qui travaille aussi sur, alors cette fois-ci sur l'ordinateur quantique, hein, pas seulement sur les enjeux de simulation quantique. Mais on a des vrais talents. Il faut se le dire, il faut en être convaincu, et il faut qu'on porte un peu, je suis assez d'accord avec ça, notre drapeau cousu sur la manche. En 45 secondes, hein, on parlait des talents. Je rebondis sur le mot silicium. Tout ce que je vous dis là sur le quantique, je l'ai fait valider par une copine de promo qui s'appelle Maude Vinet, qui est Madame Physique Quantique France, voire Monde, qui a créé sa start-up Cobly, qui fait des processeurs à base de silicium pour les ordinateurs quantiques. Donc quand elle m'a dit que ce dont je vais vous parler, j'avais raison, j'avoue que j'ai mieux dormi. Mais c'est une personne exceptionnelle parmi les personnes exceptionnelles. Donc on a des vraies compétences dans le monde du quantique en France. Le quantique, quand vous en entendez parler, on explique que l'ordinateur quantique va déchiffrer tout ce que vous avez chiffré sur Internet depuis 30 ans. Franchement, si on déchiffre ce que j'ai acheté il y a 20 ans sur Internet, moi, ça ne m'empêche pas de dormir. Le quantique, il y a plein d'opportunités. Là, on n'est pas très positif, parce qu'on parle de cyber, on parle de menaces, mais le quantique, il y a plein d'aspects positifs, dans le médical, dans la recherche de nouvelles protéines, dans la recherche de nouveaux médicaments. Il est là, le use case du quantique. Ce sera une autre table ronde. On a fait le tour de la question. On peut maintenant donner la parole au public. Il y a peut-être des questions. On commence par Nacera. Oui, alors j'ai une question. D'ici 2035, 35, les ordinateurs quantiques vont casser tous les algorithmes de chiffrement. Quelconque algorithme RSA ou autre, quel que soit le nombre de... Est-ce que aujourd'hui, on est prêt, on est préparé, on anticipe quelque chose où on va attendre un jour que 2030, ça sert à rien de faire le VPN, ça sert à rien de chiffrer. Et encore, toutes les cyberattaques, il y a eu l'exfiltration de données qui sont dans le dark web aujourd'hui, qu'on n'arrive pas à décrypter parce qu'elles sont chiffrées, seront déchiffrées. Le danger, il est un peu là. Parce que sur le chiffrement des données actuelles et celles qui vont être produites, Thales vient de créer sa première clé quantique. Donc on a aujourd'hui, de la même manière qu'on l'a sur le chiffrement, on l'a sur le chiffrement post-quantique. L'INRIA travaille énormément, enfin beaucoup de centres de recherche français travaillent sur ce jeu. Je ne suis pas très inquiet là-dessus. L'inquiétude, c'est les données qui ont déjà été volées, qui sont stockées. Parce qu'on a énormément de données qui sont volées, notamment des données très personnelles, que ce soit les grands opérateurs téléphoniques ou autres qui ont été hackés de l'ordre de dizaines de millions d'adresses, de numéros de téléphone, de mails, etc. Ces données sont déjà dans la nature et les chiffrements qui ont été volés effectivement avec ces données seront clairement d'ici quelques années. Faut pas se bercer d'illusions. On n'est pas sur un horizon lointain, on est sur un horizon extrêmement proche et donc il y aura une capacité effectivement à déchiffrer ces données. Donc pour celles qui sont dans la nature, je suis assez pessimiste. Pour celles qu'on produit, on est en capacité aujourd'hui de les chiffrer avec des algorithmes post-quantiques qui sont déjà sur table. Les chiffrements qu'on utilise, les algos de crypto qu'on utilise aujourd'hui datent des années 50-60. C'est pas quelque chose de très récent, c'est simplement le développement qui en a été accéléré. Sur le chiffrement post-quantique, on est parmi les meilleurs du monde. On a une école française extrêmement performante, donc je suis pas très inquiet sur ce sujet-là, à condition de pouvoir l'implémenter, de pouvoir trouver aussi une manière de stocker la donnée un peu différemment, parce qu'avant de veiller à ce qu'elle ne soit pas déchiffrée, il faut aussi veiller à ce qu'elle soit stockée sur des data centers qui soient Secnum Cloud et qui soient peut-être un peu plus souverains. J'aurais cité 2 fois le mot souverain dans mon intervention. Jean-Michel, j'aime bien ton intervention, mais maintenant je reste personnellement, en tant que, j'espère être experte dans le chiffrement. Même ma thèse de doctorat, c'est les protocoles, ça traite justement des protocoles de chiffrement. Il se trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, les éditeurs, déjà si je prends juste les VPN, on va chiffrer, faire des tunnels cryptés, ok? Quel éditeur aujourd'hui, souverain ou français ou même à l'échelle européenne, peut dire j'implémente dès aujourd'hui des algorithmes qui ne seront pas cassés dans 5 ans? Non mais tu peux pas. SSL-TLS, la version 1.1.2, il y a 20 ans, c'était incassable jusqu'au moment où on s'est rendu compte qu'il fallait le mettre à la poubelle et passer au 1.3.
Les algos post-quantiques aujourd'hui sont incassables de ce qu'on connaît de la technologie. On trouvera peut-être des vulnérabilités dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, hein, quoi qu'il arrive. Mais pour alimenter tes cauchemars, la crypto, c'est même pas le problème. Toutes les technologies de cyber, on parle de Zero Trust, on parle de MFA, c'est-à-dire que vous utilisez votre login plus une empreinte, plus votre iris pour vous authentifier, multifactor authentication. Dans le monde du quantique, quand vous avez plusieurs utilisateurs sur des mêmes plateformes qui vont bosser sur des sujets très secrets, eh ben, votre identité, votre accès, votre mot de passe, votre MFA, ça tombe à l'eau. Vous avez des attaques par bruitage, ondulatoire, par vibration ou autre, ben, qu'il va falloir se protéger de ça, et ça, on est à l'état 0. Donc le vrai problème, pour moi, il est là. Je ne rentre pas plus dans le détail, parce que je vais perdre la moitié de la salle, mais par contre, là, c'est une opportunité incroyable pour nos jeunes de bosser. Bon, l'effet waouh dans les trophées, des Cyber Women Trophées dans 2-3 ans, c'est celle qui viendra nous présenter une manière de se protéger de ces attaques sur des systèmes quantiques partagés. Et là, waouh! Et nul doute que quelqu'un y arrivera. Les jeunes d'aujourd'hui sont plus forts que nous. Mes fils seraient dans la salle, je ne le dirais pas. Mais les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus forts que nous sur ces technologies, même si nous, on a inventé l'assembleur, le C++, et eux, ils ont inventé le no-code. Je charrie beaucoup mes enfants là-dessus. Mais les vrais sujets, ils sont là. C'est que les technos, les grands mots de jargon de la cyber qu'on utilise aujourd'hui, le MFA, même la crypto, hein, on peut trouver ta clé crypto, même en analysant ton comportement, la consommation de ton PC, la consommation du VPN. Tiens, c'est bizarre. On a trouvé un mot de passe crypto qui utilisait exactement la même consommation, les mêmes packages, les mêmes temps de transmission. Donc peut-être que son mot de passe, il est voisin de celui qu'on a découvert il y a 30 ans. Bonne question. Moi, j'ai une question et je voudrais revenir sur les problématiques de souveraineté. Parce que là, on parle de cybermenaces, d'IA, de données, de fuite de données, etc. Donc, vous avez parlé du Secnum Cloud, donc en fait, qui est une façon de se protéger en France pour l'hébergement des données. Mais en fait, on est en train d'imposer des processus sur lesquels l'État ne s'applique même pas. Puisqu'en fait, on développe, on met à disposition des ministères, des collectivités, Windows 365, et toutes ces solutions extra-européennes, hein, parlons comme ça, finalement sont proposées ou mises en avant, ou ils répondent à des appels d'offres, où les appels d'offres sont donnés à ces sociétés-là, où en fait on leur confie, on leur donne les données, alors qu'on a aujourd'hui un écosystème français très puissant sur les questions de cyber, d'intelligence artificielle, mais sur lequel on veut investir, on investit, mais sur lequel on leur donne aucun marché. Et il y a un autre point qui est aussi très juridique, c'est que on a l'Europe, on travaille pas tout seul en France. Donc comment on fait aujourd'hui quand l'Europe n'arrive même pas à se mettre d'accord sur comment se protéger face aux géants, donc américains, aux Chinois. Donc comment on fait aujourd'hui, c'est-à-dire quelle est la place du politique aujourd'hui, parce que le juridique est là, le juridique est même bloqué par le politique au niveau européen avec le UCS. Comment on fait aujourd'hui en fait pour se protéger et comment on peut affirmer la souveraineté, parce que moi je suis toute la journée avec mon drapeau bleu, blanc, rouge dans le cadre de la souveraineté numérique, mais quand je vois qu'après, je dis au hasard, mais le Conseil régional d'Île-de-France donne un appel d'offres à un produit américain alors que jusqu'à présent il était sur un produit français, ça coûte un prix fou d'aller faire le transfert des données, d'aller reformer tout le monde, etc. Ça me dépasse en fait. Jean-Michel, vous me disiez tout à l'heure qu'il y avait eu des consignes, des directives. C'est une vaste question. Hein. Je pense qu'il faudrait plus que quelques minutes pour y répondre, parce que vous mettez le doigt sur un irritant, on va dire, comme on dit poliment. La nouvelle ministre du numérique, dans son intervention la semaine dernière, dans sa feuille de route, qui était un peu la même d'ailleurs que sa prédécesseur, mais elle a tenu à inverser un peu l'ordre des priorités, et elle a mis dans la priorité la commande publique. Commande publique, ça veut dire commande de l'État, des collectivités, ça veut dire aussi commande des grands groupes auprès des acteurs de l'écosystème français, donc commande privée, mais qui a une capacité par sa dimension à vraiment faire passer à l'échelle nos entreprises, pour être très clair. C'est le vrai enjeu. Moi, j'ai fait un rapport il y a 4 ans avec un collègue qui s'appelle Philippe Latombe, qui s'appelait La souveraineté numérique en France et en Europe. On a fait 3 chapitres uniquement sur ces enjeux de commande publique et de capacité à l'État d'impulser une politique publique, parce que c'est ce qu'on lui demande quand même. J'ai eu l'occasion, aux États-Unis, de voir comment ils font. Parce que j'ai fait partie d'une structure qui
qui gère les commandes entre l'administration américaine et l'écosystème américain. Et ben, quand il passe 10 milliards de dollars par an à Amazon, oui, on a un leader mondial. Quand nous, on n'est pas foutu de passer 10 millions de commandes à OVH, et après, on se plaint qu'on n'a pas un acteur qui soit en capacité d'agir. Je pense que ces questions-là, en posant la question, on voit bien où est la réponse. Il faut que l'État joue son rôle, porte la souveraineté par la commande d'État. La commande d'État, c'est pas simplement vérifier que le prix de OVH, à un moment donné, est plus cher ou moins cher qu'Amazon. C'est de voir quelle envie systémique on souhaite faire pour transformer des acteurs qui aujourd'hui sont émergents pour en faire des acteurs de place. C'est ça la question. Merci. Bonsoir, merci beaucoup pour la richesse des échanges, en premier lieu. J'aurais aimé avoir votre avis, puisque vous parliez d'anticipation juridique et puis également du contexte politique concernant la souveraineté, sur un sujet actuel, sur les restrictions juridiques menées par la Chine sur les terres rares. Si vous voulez, moi je peux en parler un tout petit peu. J'ai vécu en Chine pendant 10 ans et je travaille dans la tech, je suis dans vos mondes. La Chine a toujours utilisé ses ressources quand elles en avaient pour manipuler, trouver des accords, avoir des avantages avec tous ses partenaires. Elle le fait avec l'Afrique, elle le fait avec l'Europe et c'est un grand classique. La problématique est que les terres rares ne sont pas rares et qu'on leur a donné le pouvoir de les traiter. C'est-à-dire que, en fait, la Chine, pour faire simple, prend des terres rares qui souvent viennent même pas de Chine, mais elle les traite. C'est-à-dire qu'elles ont les usines pour faire ces traitements qui coûtent pas cher, qui sont pas rentables. Donc l'Europe, les États-Unis leur ont donné le pouvoir parce que c'était moins cher de le faire par eux. Et maintenant, on se rend compte que c'était pas une bonne idée. Mais c'est un petit peu comme les panneaux solaires. En fait, il n'y a rien de différent avec ce qui s'est passé avec les panneaux solaires en Europe, où le marché est mort. Il n'y a pratiquement plus de fabricants de panneaux solaires. Je crois qu'il en reste un en France. Les terres rares, c'est la même chose. Donc en fait, je pense que maintenant qu'on a une mise à jour du savoir sur la manipulation de ressources, on parle de terres rares parce que ça fait fonctionner les ordinateurs, ça fait fonctionner tout ça, ça va être la même chose. On va commencer à se dire on va faire des usines en France. Un petit peu comme les médicaments pendant le Covid et ces choses-là. Les terres rares ne sont pas rares. C'est simplement une classification de minéraux, de métaux, etc., qui sont mis dans cette classification terres rares. Je pense que d'ici 5-10 ans, ça sera résolu, parce qu'il faut un temps assez énorme pour fabriquer des usines de traitement de ces terres rares et aller les chercher en Australie, en Europe de l'Est, etc. Il y en a même en France. Simplement, elle n'est pas rentable. À aller miner, etc. Bon, voilà ce que je pouvais dire. Bon. Non, moi j'avais une question. Oui, vas-y. Moi j'avais une question, j'avais un truc. Parce qu'il y a quand même un énorme lien entre les achats publics et le légal. C'est-à-dire que l'État pourrait dire je vais acheter à OVH pour 10 millions ou 20 millions ou 100 millions de services. Et en même temps, le droit dit que la gestion des achats dit que quand même il y a cette classification de meilleurs produits au meilleur prix, si on parle d'économie pure. Et il y a un verrou à faire sauter. Si on compare OVH à AWS, alors bon, j'avoue, j'ai travaillé pour AWS, donc ils ne sont pas dans la même ligue. Est-ce qu'on peut dire au légal qui gère quand même les achats, à un moment, on va ne pas acheter le meilleur produit au meilleur prix, mais on va faire travailler sur sa souveraineté. Et à chaque fois, je reviens à cette problématique. Quel est votre point de vue là-dessus ? Alors, j'ai fait un workshop avec une table ronde avec Eurostat il y a quelques temps, qui est une association qui est assez peu connue en France, mais très connue en dehors de la France, en Europe et à Bruxelles, qui justement cherche comment privilégier les produits européens dans les appels d'offres par rapport à des produits, dans le cas de la souveraineté, dans le cas de produits américains. Et là, mon point de vue, c'était de leur dire, je ne comprends pas comment en Europe, alors qu'on a les meilleurs logiciels professionnels du monde, on a SAP en Allemagne, on a Katia, côté Dassault, on a perdu le combat des clouds de données perso, c'est Microsoft, c'est Amazon, c'est tout ça, mais on a les meilleurs logiciels professionnels du monde.
Et déjà en France, on a 6 ou 7 solutions de cloud de confiance ou de cloud souverain, peut-être autant en Allemagne, autant. Donc il faudrait tous qu'on homogénéise ça pour proposer des services au monde entier sur nos outils professionnels. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, Eurostack c'est une chose, moi-même je ne les connaissais pas. Pourtant je trouve ça super comme initiative pour voir dans nos appels d'offres, comment est-ce qu'on fait pour privilégier, même si c'est 5%, 10% ou 15% de plus, on peut avoir le même raisonnement sur le Sustainable IT, d'ailleurs, sur le Green IT. Mais bon, et je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, déjà au niveau d'un pays, en France, peut-être qu'on s'est mis d'accord, mais au niveau européen, pour se dire, ben voilà, quand on achète, je dis n'importe quoi, un ERP, ben c'est SAP en Allemagne qui est privilégié. Quand on achète un outil de CO mécanique, c'est Dassault en France qui est privilégié, ils sont leaders mondiaux. Même si c'est 10% de plus qu'un autre outil j'ose même pas dire open source ou autre, mais et là je vais demander aux législateurs de répondre. Les législateurs de parole. Non, je ne suis plus législateur, donc je me permets de dire des choses que je n'aurais peut-être pas dit avant, donc c'est plus intéressant. Mais non, en fait, on a un levier d'action aujourd'hui qui a été identifié par rapport à l'hébergement des données pour rester sur OVH. C'est qu'on a quand même voté un Green Deal européen et qu'on est censé aussi jouer sur la décarbonation. Alors quand on fait fonctionner des data centers avec des turbines à gaz aux États-Unis et qu'on a nous la chance d'avoir un parc nucléaire en France qui est pour l'instant surdimensionné par rapport à l'usage qu'on en a, on a un vrai avantage stratégique, voilà. Donc il suffit juste de l'appliquer, il suffit juste de mettre dans l'appel d'offres que les data centers qui hébergent les données. Alors, je travaille aussi pour quelques fournisseurs de cloud, donc je ne veux pas me couper non plus une main, mais il faut faire une matrice de risque. Quelles données on veut conserver, quelles sont celles qui sont stratégiques, quelles sont celles qui permettent de passer à l'échelle, et quelles sont celles pour qui nos photos de vacances, qu'elles soient stockées chez AWS, ça ne me gêne pas, quoi. Après, il y a toutes les données industrielles. Celles-ci, elles sont sensibles. C'est celles qui ne sont pas dans le champ de RGPD, mais qui font tourner nos industries. C'est peut-être mieux qu'elles soient hébergées chez un cloud de confiance, voilà. Et donc la bonne réponse, ça peut être ça. La mise en place effective de critères de décarbonation dans les appels d'offres. C'est un des éléments, il y en a sûrement d'autres. C'est le boulot que la ministre elle-même a signé. Donc, n'étant plus députée, n'étant pas ministre, je lui laisse bien Non, merci. Je lui laisse la charge de la réponse, mais je pense que c'est là-dessus qu'elle s'oriente. On a une question ici. Oui, bonjour. Alors, est-ce que vous avez une idée de l'impact que va avoir l'IA positivement comme négativement sur les différents acteurs de la cyber à court, moyen ou long terme? Alors, moi, je suis un optimiste de nature, donc je vais vous dire que bien évidemment, il y aura des super impacts positifs dans notre vie au quotidien concernant l'intelligence artificielle. Je parle de la vraie AI, je ne parle pas de la Gen AI, on n'a pas fait le distinguo. Autant l'AI, on peut lui faire confiance, autant la Gen AI, c'est zéro niveau de confiance. Ne mettez pas toutes vos données. Bon, on n'a pas évoqué le sujet de la sauvegarde des données par les hyperscalers, mais non, l'IA, il y aura énormément d'aspects positifs, que ce soit dans votre vie au quotidien ou aussi dans la cyber. Les outils d'automatisation, d'action. J'en parlais un tout petit peu au début, de blocage de compte, de blocage d'accès, d'analyse comportementale de gens un peu suspects. Quelqu'un qui se connecte toutes les 3 secondes à partir d'1h17 du matin depuis la Corée du Nord. Un être humain, il va pas se lever toute la nuit pour surveiller tout ça. L'IA, il va nous permettre C'était concernant la cyber, votre question. Donc l'IA, il va permettre d'automatiser tout ça. On n'a pas suffisamment de ressources humaines pour le faire. Donc ça, pour le coup, c'est un vrai point positif côté cyber. Et puis, il faudra que les agents IA soient un peu plus incisifs et directifs sans avoir à réveiller le PDG de la société pour se dire d'autorité, moi, je coupe cette connexion, je coupe cet accès, j'efface ce compte utilisateur, je ne donne pas de validation à cet échange financier, etc. Donc, soyons positifs. Encore une fois, on a des gens brillants, des jeunes ingénieurs brillantissimes qui vont nous apporter plein de solutions. Oui, pardon. Alors, j'ai encore 2 questions. Alors, je vous propose de les poser à la suite. Comme ça, on aura les réponses pour vos 2 questions. Moi, je ne sais pas si c'est lié à la menace IA, mais effectivement,
récemment, Amazon a déclaré qu'ils allaient se séparer de 14 000 personnes. Et vous avez aussi Accenture qui se sépare de 11 000 personnes. Une question derrière. Merci pour les différentes interventions. Je m'appelle Aboundiaï, je suis dans la cyber. Et la question, c'est le directeur de l'ANSSI a dit aux dernières assises à Monaco que bon, pour les cyberattaques, il faut s'attendre au pire. Et pour reprendre ses propos, il disait que the winter is coming. Est-ce que vous pensez que en France, on est prêt? Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que les entreprises sont prêtes aujourd'hui pour affronter ce winter? Oui. Alors, pour répondre à la première question, les licenciements, l'IA est souvent un prétexte aussi. Le contexte économique, géopolitique fait que l'IA, c'est un bon bouc émissaire pour dire on licencie des gens. Il n'empêche qu'il y a des gens qui vont perdre leur emploi. Les interprètes, les pilotes de chasse, avec les drones et tout ça, il n'y aura plus besoin de pilotes de chasse, qu'on soit clair. Mais l'IA est souvent un prétexte. J'avais posé la question à ChatGPT et Mistral un jour. Je lui ai demandé quels sont les emplois que tu vas faire disparaître. Alors là, j'ai senti la patte des modérateurs. Ils m'ont dit on ne va pas faire disparaître d'emplois, on va augmenter les emplois. Je lui ai dit mais cite-moi des exemples d'emplois que tu vas augmenter. Et là, j'ai failli étouffer quand j'ai vu ces réponses. Je vais augmenter le métier de professeur de base, de comptable de base, de juriste de base. C'est pas très vendeur quand même. Donc l'IA est quand même un prétexte aussi au licenciement. Ça va remplacer des jobs, c'est évident. Dans les services desk, dans les helpdesk, dans les réponses de niveau 1, niveau 2 aux problèmes, ça va licencier des gens. Mais pas 14 000 ou 18 000. L'IA va peut-être concerner 20% de cette population-là, mais c'est un prétexte aussi. Et la deuxième question, c'était... Winter is coming. Winter is coming. Non, oui, alors, le président de l'ANSSI a toujours raison, le directeur de l'ANSSI a toujours raison. On est bon. Il faut s'y préparer. Donc il faut former nos gens, jeunes et vieux. Vieux, c'est à partir de 58 ans et demi. Donc il faut former nos jeunes et les vieux à ça. Encore une fois, on est excellent en France. On est excellent. On a les meilleurs on a le record de médailles Fields en mathématiques. On a le record de prix Nobel en physique, en chimie, rapporté au nombre d'étudiants. Moi, encore une fois, je suis quelqu'un de très positif. Donc on va y arriver, quoi qu'il arrive. Avant l'IA, on arrive à se protéger déjà. Donc, soyons positifs, on va y arriver. Bon, pour autant, il faut écouter l'ANSSI quand même. J'ai une dernière question. Juste pour rebondir par rapport à Winter is Coming, effectivement, sur l'aspect utilisateur final, il y a quand même quelque chose qui est très important qu'il faut prendre en considération. C'est aussi de faire comprendre à l'utilisateur qu'à partir du moment où il comprendra que la cybersécurité et l'IA peut lui servir au niveau professionnel et personnel, vraiment de faire le lien entre les deux, il y aura une vraie prise de conscience beaucoup plus massive en fait. Parce qu'il n'y a pas que l'IA et l'enjeu IA au sein de notre structure, que ce soit un hôpital, au sein d'une PME, et tous les risques et les enjeux stratégiques qu'on a déjà identifiés, mais c'est aussi tout l'intérêt et l'impact qu'on peut avoir à la maison dans notre usage de l'IA. Et quand l'utilisateur il a vraiment en confrontation les deux, le spectre est beaucoup plus compréhensible pour lui et l'impact est beaucoup plus important. Donc dès que l'utilisateur aura vraiment ces deux notions en parallèle, ce sera encore plus puissant en tout cas en termes de rétention d'informations et de méthodologie. Pardon. En fait, le titre de la table ronde, c'est l'IA pour la cybersécurité. Est-ce une opportunité ou est-ce une menace? C'est vrai que j'aurais aimé qu'on réponde à la question oui ou non. Mais en fait, oui, l'IA, c'est pas nouveau dans la cyber. Depuis des années, c'est déjà implémenté. Par exemple, je prends la technologie EDR pour ceux qui connaissent Endpoint and Detection Response. C'est la même chose qu'un antivirus, sauf qu'un antivirus va se baser sur une base, comme on dit, base de signature. J'ai vu ça, oui, je ne l'ai pas vu, alors que l'EDR va se baser sur une intelligence artificielle, sur un apprentissage du comportement, ce que tu disais, Bruno, sur l'aspect comportemental. Et à force de faire cet apprentissage, oui, l'administrateur qui se connecte 8h, 18h, il se connecte à 24 heures, ça sort de ce que j'ai appris. Et à partir de là, on se dit que oui, aujourd'hui,
notamment dans le SOC, dans la détection, c'est très très important et ça existe déjà. C'est pas à l'avenir. Maintenant, ce qui serait une menace pour nous tous, et notamment au niveau de la cyber, c'est les cyberattaquants ou les attaquants ont souvent une marge d'avance par rapport à nous. Ils sont déjà en train d'utiliser l'IA pour faire des cyberattaques ciblées qui réussissent. Ils arrivent à faire, et notamment, je ne sais pas si on a parlé pendant que j'étais au téléphone, de fake news, par exemple. Aujourd'hui, c'est tellement bien fait que tout le monde peut se faire avoir. Donc ils sont là, je pense, à mon avis, peut-être pour conclure, la table ronde qui est très, 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 très riche. Merci à vous tous. C'est très important de dire aujourd'hui, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Il faut rester vigilant, il faut comprendre, il faut sensibiliser. Parce que ce qu'on met dans une base de l'apprentissage d'une IA, c'est pas tout juste, c'est le contenu et c'est la qualité de l'information qui reste encore, et la qualité de la base de l'information qui reste importante, et c'est là qu'on devrait normalement, pour revenir à notre sujet de la journée, sensibiliser. Merci. Je crois qu'il est 17h et que c'est déjà la fin. Peut-être juste pour conclure, dire que bon, après l'hiver vient le printemps, et donc restons optimistes. Mais comme on n'a pas répondu à toutes les questions, moi ce que je te propose, c'est qu'on fasse colloque 2 pour continuer, dans pas longtemps, pour continuer sur ces questions-là, parce qu'en fait, c'est un puissant fin. Oui, rendez-vous le 8 décembre pour la cérémonie de remise des trophées des femmes de la cyber, et j'aurai l'honneur d'y être puisque je suis aussi membre du jury. Et si les femmes qui sont là n'ont pas encore candidaté, il vous reste 3 jours pour candidater. Et si vous, messieurs, voulez candidater des femmes, parce que vous avez des collègues, des amis qui sont dans la cybersécurité, il faut les recommander impérativement. Merci.